Savez-vous qu'un jour, Hyperion en avait eu marre du mensonge concernant sa propre vie et après avoir découvert la vérité de la pire des façons, il a fait ça. Et peut-être que l'image que je viens de vous montrer est bien loin de la réalité, car voici le cratère gigantesque qu'il a laissé après l'impact. Mais alors, pourquoi a-t-il fait ça et qui peut l'arrêter? En fait, concernant la question de qui peut l'arrêter, la réponse c'est personne. Voilà, je vous spoil. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, sachez que nous avons vu avec les abonnés la semaine dernière la première partie de cette histoire. Et nous avons pu voir l'origine d'Hyperion, comment le monde l'a accueilli, comment il a été éduqué et quel était son état mental. Et franchement, jusqu'à maintenant, c'est vraiment pas bon. J'ai fait une playlist dans laquelle vous trouverez la première partie de l'histoire, si cela vous intéresse bien sûr. Maintenant, nous allons voir comment les choses vont se passer après qu'Hyperion ait été révélé au monde. À quel point le monde l'a-t-il dégoûté pour qu'au final, il laisse un cratère en signe d'avertissement. L'histoire va commencer calmement avant de partir en vrille. Donc préparez-vous, ça va aller crescendo. L'existence d'Hyperion a été révélée au monde. Nous l'avons vu dans la première partie. Après ça, il a commencé à aider l'humanité officiellement tout en suivant les ordres du gouvernement qui l'a élevé et éduqué. C'est littéralement devenu une star depuis qu'il a été révélé au monde. Cependant, le gouvernement agissait dans l'ombre. Les deux agents qui avaient été chargés de l'éduquer et qu'Hyperion considérait et pensait que c'était ses parents ont été convoqués par le général qui leur annonce qu'ils vont être retirés du programme. En d'autres termes, ils vont arrêter d'être les parents de Mark, à savoir Hyperion. Alors c'est très malsain car le but est de provoquer un choc psychologique pour Hyperion en lui faisant croire que ses parents sont morts, pour qu'au final il s'appuie plus sur le pays et le gouvernement comme mère et père spirituel. Et le pire, c'est que les parents d'Hyperion, après cette annonce, étaient soulagés de partir et de se débarrasser de Mark, alors qu'ils l'ont élevé pendant plus de 18 ans. Quelque temps plus tard, le général est venu le voir afin de lui parler d'une chose assez étrange. Une chose qui se déplaçait anormalement vite en Atlanta. Et jusqu'à maintenant, c'est resté un mystère, à tel point que certains disent que c'est une légende urbaine, une sorte de phénomène naturel. Ils ont donc envoyé des agents pour vérifier. Et après quelque temps, ils ont réussi à avoir une photo assez floue. Aucune machine n'arrive à le tracer. La seule solution, c'est qu'Hyperion aille voir sur place. Mais avant de partir, il demande à son père s'il allait bien. Perturbé, ce dernier demande pourquoi. C'est parce qu'il entendait son cœur battre à 100 à l'heure. Et c'est la première fois qu'il entendait son cœur battre si vite et si fort. Vous aurez compris, la raison est qu'ils vont bientôt simuler leur mort. Et en fait, concernant cette mission, c'était un piège. Ils lui ont donné cette mission pour l'occuper et avoir assez de temps pour faire disparaître ses parents. Hyperion s'est donc rendu en Atlanta et s'est positionné au-dessus de la ville. Il entendait absolument tout ce qui se passait dans la ville et sa concentration est assez impressionnante puisqu'il restera dans cette position durant toute la journée, tout en écoutant la ville avant d'entendre un boom supersonique. Il comprit que cette personne qu'il traquait venait d'arriver. Après l'avoir repéré, il essaya de le rattraper, mais sans jamais être brutal ni menaçant. Il lui dira qu'il veut simplement lui parler, sauf que cette personne ne s'arrêtera pas et changera de direction. Étrangement, en l'espace d'un instant, il l'avait perdu. La raison n'est pas parce qu'il était trop lent, non, c'est parce qu'il venait de comprendre qu'il n'était pas le seul déviant. À cet instant, des agents viendront le voir et lui diront que ses parents ont disparu. Alors que sur les côtes des agents faisaient des recherches, ils entendirent un boom supersonique, ce qui annonçait la venue d'Hyperion. Et arrivé, ce dernier plonge dans les fonds marins. Il va examiner les profondeurs pour retrouver ses parents. La seule chose qu'il a trouvée, c'est une barque en bois qui semblait vide. En plus de s'être senti seul durant très longtemps à cause des décisions du gouvernement, maintenant Hyperion n'a plus les personnes qu'il chérissait le plus au monde. Concernant ses parents, ils ont obtenu de nouvelles identités, une nouvelle vie à Amsterdam. Et le gouvernement s'est engagé à leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent une vie convenable durant le reste de leur vie. Après ça, le gouvernement lui a donné un appartement tout en disant que c'est pour lui remercier de ses services pour la nation. Mais Hyperion préférait la vieille maison en bois où il était avec ses parents. L'ancienne maison a été complètement vidée et ils se sont même équipés comme s'il y avait des virus mortels. C'est vraiment du mépris à son égard, car cela fait plus de 18 ans qu'il est là et on le traite encore
corps comme un nuisible. C'est pas fini car ils veulent aussi contrôler toute sa vie. On lui a donc installé un ascenseur privé, des personnels de ménage et l'excuse est qu'il est une célébrité donc les gens pourraient vouloir le contrôler et l'exploiter. Ah ben voyons, encore la poule qui se fout du poulailler. Tout ça va contrarier Hyperion qui leur dit qu'il veut simplement vivre une vie normale. Cependant pour eux c'est pas possible car il n'est pas comme tout le monde. Mais Hyperion insiste, il veut une vie normale. Il veut aller travailler comme tout le monde et avoir sa petite vie. Alors ce passage est assez drôle parce qu'il portera des lunettes en référence bien sûr à Superman, certainement pour se foutre de Superman et montrer que juste porter des lunettes ne cache pas ton identité. Après tout ça, on l'enverra chier pour être plus gentil. Et Hyperion l'avait compris et posera une question à nous téléspectateurs, ce qui est juste incroyable. Hyperion demande, pouvez-vous imaginer ce que cela fait d'être prisonnier dans votre propre tête pendant des années? D'un autre côté, des agents sont venus voir une vieille femme et ces agents étaient là pour voir son fils. Après avoir obtenu des photos assez floues, ils les ont améliorées numériquement et ont découvert qui était cette personne qui allait anormalement vite. À cet instant, une chose arrivera à grande vitesse et les fera tourner dans tous les sens. Ces agents le supplient d'arrêter car il n'était pas là pour lui faire de mal. Et on découvre qui était l'homme qui traversait la ville à Mach 2. Ils ne sont pas des agents du gouvernement, mais plutôt des agents artistiques. En gros, ils lui proposent des contrats en échange de faire de la pub, parrainage et autres. Tout ça, c'est dû au fait que Hyperion, lorsqu'il a été révélé au monde, il est devenu en quelque sorte un produit. L'avoir sur une publicité garantit la vente du produit. Et donc, ils sont à la recherche du nouveau Mark Milton. Et un demi-million a suffi pour le convaincre de devenir le héros de service. Je sais pas vous, mais tout ça me fait penser un peu à The Boys. Concernant le gouvernement, ils n'ont pas abandonné leur projet. Ils voulaient, depuis l'arrivée d'Hyperion dans leur monde, utiliser le cristal qui se trouvait dans sa capsule contenant une énergie quasi illimitée. Et depuis que ce cristal a fusionné avec le caporal Ledger, ils ont constaté des modifications. L'objet n'avait pas tué Ledger, mais cette chose agissait jusqu'au niveau moléculaire dans son corps. Le docteur leur demande de rester éloignés de lui, car juste avant, le cristal avait éliminé l'un des scientifiques qui s'était approché un peu trop. Pour essayer d'avoir une réaction, ils ont décidé de lui donner un coup de jus. Mais jusqu'à présent, cela n'a rien produit et Ledger ne se réveille pas. Le général, devenant impatient, leur mettra une sacrée pression, disant que Ledger était leur meilleur homme et ils voulaient l'utiliser jusqu'au bout. Alors ils ouvrent la grille où se trouvait la capsule d'Hyperion, afin d'espérer une réaction. Après ça, le docteur se tournera vers le général pour lui dire que ça n'avait pas marché. Cependant, la seconde d'après, une lumière apparaît. Elle est si puissante que cela éclaire toute la zone. Et après ça, le caporal Ledger était enfin réveillé, mais problème, il avait disparu. Quelque temps plus tard, alors que le docteur dormait, Ledger est apparu devant sa fenêtre. Et le docteur lui demanda pourquoi n'était-il pas revenu, car ils l'ont cherché partout sans jamais le trouver. Sauf que Ledger, sans prévenir, détruira son appartement et le prendra avec lui. Le docteur lui demande à cet instant de l'écouter. Il ne savait pas que cette chose lui ferait ça. Le seul message qu'il lui donna, c'est que maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Il peut tout détruire s'il le veut. Après son réveil, il a obtenu des capacités surhumaines et a commencé à entendre beaucoup de choses, notamment les appels téléphoniques du gouvernement. Puis il lui dira que ce qu'ils lui ont fait est très bien et il ne le regrettait pas. Cependant, aucun d'entre tous ne méritait sa miséricorde. Alors il est assez badass, car après l'avoir amené dans le ciel, il lui dira « Écoute mon pote, maintenant tu descends tout seul ». Alors tant qu'on y est, il est important de voir un autre personnage. Rappelez-vous, il y avait un enfant qui avait vu ses parents mourir et je vous avais dit qu'il deviendrait en quelque sorte un monstre. Ce dernier avait bien grandi et avait pu récupérer la fortune de ses parents. Seulement, petit détail, il est devenu quelque chose d'autre. La nuit tombait, alors qu'une femme se faisait harceler et traquer par des hommes mal intentionnés, l'un d'eux reçut une lame sur le visage. Perturbé, ses camarades lui demandent ce qui ne va pas. Il leur dira de regarder derrière. Un homme les observait. Alors l'un d'eux lui demande de partir, mais étrangement, cette personne refuse. Il voulut donc lui donner une leçon. Seulement, il fera glisser une poubelle qui le fera trébucher avant d'attraper son crâne et l'écraser contre le sol. Le deuxième sortit un couteau et voulut l'attaquer avec. Il l'attrapera par les oreilles avant
de les arracher tout en le regardant dans les yeux. La femme effrayée n'a pas osé regarder et la seule chose qu'elle entendait était des cris et des pleurs. Et puis, plus rien, pas un seul bruit. À cet instant, il pouvait donc partir en sécurité, sous le regard vigilant de son bienfaiteur. Une autre nuit, alors que des gens dévandalisaient certaines structures, il était encore là pour agir. Cependant, cette fois-ci, il est tombé sur Hyperion qui le rencontre pour la première fois. Et la première chose qu'il lui dit, c'est « Comment ça va, mec ?» Ah ben attends, un peu de politesse avant de lui botter le cul s'il le faut. Hyperion savait qu'il ne possédait pas de pouvoir, mais agissait dans l'ombre pour le bien de tous. Au final, leur rencontre s'est bien passée, cependant, il reprochera à Hyperion d'avoir trop parlé et ne pas avoir arrêté ces gens. Son excuse a été qu'il préfère le laisser faire. Après ça, ces gens n'ont pas échappé à leur sort. Concernant Ledger, il n'a pas tué le docteur. Le docteur se demandait si le cristal n'avait pas modifié sa personnalité, car lors de leur rencontre, sa personnalité était tout autre. Et se demandait aussi si cette personne qu'il avait vue ce jour-là n'était pas une autre personne qui avait pris possession de son corps. Depuis enfant, Hyperion se rend dans l'espace pour observer le monde et a toujours pensé qu'il fallait un homme puissant comme lui pour résoudre les problèmes du monde. Et c'est là où les choses sérieuses commencent vraiment pour nous. Hyperion sauve des vies comme d'habitude. Ce jour-là, des gens étaient coincés dans un immeuble en feu. Rien d'anormal jusqu'à maintenant. Mais cela ne plaît pas vraiment. Certains agents du gouvernement commencent à être impatients car utiliser Hyperion comme ça ne leur plaît pas. Le général avait un autre avis. Ils ne pouvaient plus l'utiliser depuis qu'ils ont révélé son existence au monde. D'ailleurs, certaines nations les accusent d'utiliser Hyperion, notamment lorsqu'un sous-marin nucléaire russe a disparu dans des circonstances mystérieuses. Ils ont donc décidé de confier le projet Hyperion à la NSA pour faire croire au monde qu'il n'est pas lié au service de renseignement militaire. Après avoir sauvé des gens dans cet incendie, un homme est venu le voir et lui a donné quelque chose, tout en disant qu'il pourrait trouver ce qu'il recherche. En fait, ce qu'il lui avait donné était des coordonnées précises. Il s'est donc rendu au lieu indiqué. Seulement, des hommes l'attaqueront et voudront le neutraliser sans pouvoir faire quoi que ce soit. Un homme lui remercie d'être venu le voir. Hyperion voulait savoir ce qu'il savait. Cet homme lui fera savoir qu'il n'est qu'un divertissement et qu'il ne sauve pas le monde car l'Amérique n'est pas le monde. Et depuis son arrivée dans ce monde, beaucoup de choses bizarres se produisent. Mark ne comprenait pas pourquoi cet homme jouait des deux côtés et toujours seul. Alors le vieil homme lui dit que l'échiquier représente l'armée. Comme il bouge les pions, c'est ainsi qu'il est lui aussi contrôlé. Et il y a toujours une personne au-dessus de l'échiquier. Cependant, il avait le choix. Soit il continue dans son mensonge de petit soldat, soit il décide de partir. À cet instant, Hyperion avait disparu. Rentré, on l'engueule en lui demandant ce qu'il faisait en Chine. Pourquoi n'a-t-il pas respecté les règles et a violé l'espace aérien d'autres frontières? Il ira jusqu'à lui demander avec arrogance qu'avait-il à dire pour sa défense. Ce qui va mettre très en colère Hyperion, qui lui demandera que s'il décidait d'aller en Australie, Argentine, Chine ou ailleurs, qui pourrait l'arrêter. Après ça, il décidera de partir pour prendre l'air. Cependant, il verra au loin une lumière. Alors il augmente sa vitesse, ce qui détruit son costume, mais lorsqu'il est arrivé près de cette chose, une énorme explosion se produit, l'envoyant au sol. À cet instant, il ne comprenait pas vraiment, car devant lui se tenait Ledger, qui lui dira qu'il a commis une grosse erreur et lui fera savoir qu'il aurait dû continuer à faire le petit héros et écouter ce qu'on lui avait dit. Et parce qu'il n'a pas écouté, il allait devoir lui donner une correction. Hyperion voulait juste discuter avec lui, mais ça, Ledger ne voulait pas vraiment l'entendre. Il l'attaquera sans prévenir. Pour la première fois, Hyperion a eu mal. C'est une sensation qu'il n'avait jamais ressentie et étrangement, il lui demande de le frapper encore. Il ira jusqu'à se jeter sur lui afin de ressentir encore une fois la douleur. Alors Ledger utilisera toute sa puissance sur lui. Il le frappera encore et encore. Et l'énergie était telle qu'une énorme explosion se produit, dévastant toute la zone. Ledger s'était affaibli après avoir utilisé une telle quantité d'énergie. Cependant, concernant Hyperion, c'est une autre histoire. Seuls ses habits ont été détruits. Et vu que c'est la première fois qu'il rencontre un adversaire qui peut lui tenir tête, alors il se lâche comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Et durant le combat, il lui demandera qui était-il et
pour qui travaillait-il avant d'ouvrir son bouclier pour récupérer le cristal. Ledger ne pouvait rien faire et avait juste peur de mourir. Mais lorsqu'Hyperion est rentré en contact avec le cristal, une chose étrange se produit. Il vit une vision de lui enfant dans un vaisseau avant d'être éjecté par Ledger. Et Ledger, ayant compris qu'il ne pouvait le battre, prit la fuite. Dans tout ça, Hyperion ne comprenait plus rien, car il venait d'avoir la preuve qu'il ne venait pas de la Terre. Ce qui voulait aussi dire que jusqu'à maintenant, tout le monde lui a menti. Et après le combat, il constate la désolation, la destruction qu'il a causée en affrontant Ledger. À cet instant, il demandera pardon car il ne savait pas ce qu'il faisait. Cela l'a tellement affecté qu'il est parti se confesser. On lui demandera s'il est catholique, mais il dira qu'il ne l'était pas. La seule chose qu'il voulait était juste discuter avec quelqu'un. Alors le vieil homme le laissa parler. Mark Milton était complètement perdu. Il ne savait plus qui il était, ni ce qu'il était, pas même ce qu'il était censé faire. Les personnes qu'il a aimées lui ont menti alors qu'il a essayé d'être tout ce qu'il voulait qu'il soit. Un fils, une personne que les gens admirent. Maintenant, il veut juste les mettre en pièces. Même dans ses rêves, il enroule ses mains autour de leur gorge. Puis finit en disant qu'il pourrait le faire et personne ne pourrait l'arrêter. Alors le vieil homme voulut savoir sur quoi ces gens ont-ils menti. Ils lui ont menti sur qui il est, d'où il vient, de ce qu'ils veulent qu'il fasse et de la vie qu'ils veulent créer pour lui. À cause d'eux, il a blessé les autres. Il a fait ce qu'ils ont demandé et maintenant il est fatigué avec tout ça. Il est perdu et confus. Alors le vieil homme lui pose une autre question. S'ils ont vraiment menti, que va-t-il faire maintenant? Hyperion lui dira qu'il n'a aucune idée de ce qu'il peut faire. Après cela, Hyperion est parti et le gouvernement a reçu un rapport de Ledger qui dit qu'Hyperion est hors de contrôle et il arrive. Suite à ce rapport, une réunion d'urgence fut organisée dans les alentours de 22h. Le docteur informe qu'ils ont eu tort sur la puissance d'Hyperion. Après le combat entre Hyperion et Ledger, ils ont compris qu'en fait jusqu'à maintenant, Hyperion s'était lui-même bridé. En observant le combat par satellite, sa vitesse était plusieurs fois plus rapide que ce qu'il avait montré par le passé. Et sa force actuelle est telle que pour la mesurer, il est préférable d'utiliser l'échelle de Richter. Petite info pour celles et ceux qui ne savent pas, l'échelle de Richter permet de mesurer l'énergie libérée par un tremblement de terre. Donc là, pour Hyperion, on parle même plus de poids car ça va au-delà. L'un des hommes présents, ne comprenant pas vraiment, demande aux scientifiques d'être plus clairs. Quelle est la véritable puissance d'Hyperion? Terrifié de savoir qu'Hyperion est inarrêtable, il dira que l'expression mathématique qui fonctionne est de calculer sa capacité en mégamorts. En gros, sur sa capacité à tuer en masse. S'il devait lancer une attaque à son apogée dans une ville urbaine choisie au hasard, il pourrait éliminer 2000 personnes par heure. Et si les zones sont densément peuplées, alors les chiffres de décès doublent voire triplent sans compter la destruction d'infrastructures. L'annihilation serait donc inévitable. Les villes brûleront et les incendies se propageront. Les gens mourront en masse. Les inondations deviendront fréquentes avec la destruction des barrages. La famine due à la suppression des routes prendra place et les réserves de nourriture manqueront. C'est comme ça qu'il explique pour qu'il puisse comprendre la véritable puissance d'Hyperion. Et c'est le choc total. À cet instant, le général profitera du moment pour dire qu'il les avait prévenus. Et au même moment, le docteur leur dit qu'Hyperion arrive vers leur base. Le général savait pourquoi Hyperion allait venir. C'est parce qu'il lui avait menti et d'ailleurs, il était d'accord avec son état actuel. Du sens où s'il était à sa place, il aurait fait pareil et aurait tué toute personne qui se tiendrait devant lui afin d'avoir les réponses. Et d'ailleurs, il leur rappelle aussi une vieille discussion lorsqu'ils avaient trouvé Hyperion. Le général avait demandé comment le tuer si sa peau est quasiment impénétrable alors qu'il était encore bébé. Lorsqu'il était encore bébé, c'était le moment idéal pour le tuer, car c'est à ce moment-là qu'il était le plus vulnérable. Et malheureusement pour eux, plus les jours passaient, plus sa peau devenait dure. À cet instant, le général avait proposé justement de le tuer avant qu'il ne grandisse. Si l'enfant venait à grandir, il deviendrait encore plus fort et le monde ne serait pas en sécurité. Le docteur était contre parce qu'il n'était qu'un enfant et vu que le docteur ne voulait pas, le général avait proposé de lui laisser le bébé et le tuer lui-même s'il ne voulait pas le faire. Pour le docteur, essayer de le tuer en perforant sa peau aurait pris 1 heure. Ce serait 1 heure d'agonie pour le bébé. Ensuite, il faudrait perforer ses organes internes, ce qui
qui allongerait encore plus la durée et la souffrance. Hélas, revenir sur le passé ne servait à rien et le général avait déjà fait son choix. Et à ce moment-là, il donne les directives. Il leur a demandé de partir et les soldats étaient en place pour accueillir Hyperion. Tous les moyens en leur disposition furent mobilisés, ce qui leur donnerait un peu de temps pour s'enfuir. Seulement, le général avait décidé de garder Brice avec lui et lui explique qu'il savait comment arrêter Hyperion tout en disant qu'ils ne mourront pas. Spoil, c'est un piège. À cet instant est arrivé Hyperion devant la base et constate l'accueil qu'on lui a réservé. Il s'est tenu devant l'entrée et a commencé à avancer vers la base. Sans retard, les soldats l'ayant vu ouvrent le feu et vident leur chargeur. Problème, cela ne l'affecte pas. Alors ils utilisent des armes encore plus puissantes, mettant le feu, et certains se demandaient pourquoi Hyperion n'avait pas volé alors qu'il pouvait le faire. La raison est très simple. Il voulait qu'ils le voient. Il voulait leur faire comprendre et passer le message. Où qu'ils soient, quelle que soit leur force, leur nombre et moyens, rien ne peut arrêter Hyperion. Après avoir neutralisé les armes, il a continué son chemin et n'a pas touché aux soldats. Aucun mort sauf quelques blessés par brûlure dues à leurs propres armes. Arrivé, il détruit la porte blindée et personne n'a pu l'arrêter ni même le ralentir. Il est arrivé dans la base à 22h37. Il a pénétré dans le centre de commandement à 22h42. Tout ça bien sûr en marchant. Il est arrivé au laboratoire où se trouvait sa capsule et cela prouve encore une fois le fait qu'ils lui ont menti durant des années. Le général constate qu'Hyperion est en train de fouiller les archives à une vitesse surhumaine et dira qu'il savait qu'un jour cela arriverait, mais continue en disant qu'il peut l'arrêter. Le jour où ils ont découvert Hyperion, il a justement créé cette base pour l'arrêter. Donc il l'invite à le suivre. Mais après avoir traversé la porte, celle-ci fut refermée. Lorsqu'il vit ce qu'il y avait derrière la porte, il comprit quel était son plan et le supplie de le laisser sortir. C'est la panique totale, mais le vieil homme s'est tout simplement assis. Puis utilise une clé pour récupérer une télécommande avant de diriger sa chaise vers l'entrée de la salle et attend Hyperion. À ce moment-là, le général entendait juste des gros booms. Cela avait commencé depuis la surface, traversant 12 niveaux, détruisant l'acier, les portes blindées, le béton armé et enfin trouver la personne qu'il recherchait. Désormais, Hyperion se trouvait devant lui et la discussion est juste lunaire. Elle se résume en deux mots: général, Marc. Puis lui demande est-ce qu'il savait que ces hommes n'auraient rien pu faire, et lui demande aussi pourquoi avoir enfermé cette personne dans son placard. Sa réponse est qu'il l'énervait. Alors cette fois-ci, il lui demande pourquoi lui avoir fait ça, car il a vu tout le dossier. Ils l'ont manipulé afin de lui faire subir un lavage de cerveau pour être le citoyen parfait. Il a simulé la mort de ses soi-disant parents pour qu'il dépende davantage de lui et du gouvernement. La réponse qu'il donne, c'est pourquoi pas. Il n'est pas un humain bien qu'il le ressemble. Il n'a aucun droit et n'avait donc aucune raison de bien le traiter. Il n'est qu'une arme et son travail a été de s'assurer que l'arme soit pointée dans la bonne direction. Hyperion lui demande donc, fait-il ce qu'il pourrait lui faire? En vérité, la confiance du général dans cette situation avait une seule raison. Lorsqu'Hyperion avait été retrouvé, le même jour où il discutait avec le docteur, ce dernier, pour garder le bébé en vie, lui avait dit qu'il y avait un moyen de l'arrêter s'il devait un jour le faire. À cette époque, ils étaient en train de développer une arme. Celle-ci pourrait raser tout un secteur rien qu'avec l'onde de choc. C'est ce que voulait utiliser le général. Et à la fin, il lui dira qu'il n'est qu'une arme et il ne faut jamais laisser son arme tomber entre les mains de l'ennemi. À cet instant, dans cette nuit noire, le ciel fut illuminé par une couleur rouge et un champignon gigantesque apparaît. Cependant, Hyperion ne meurt pas. Bien qu'il ne soit pas mort, il était blessé et très affaibli. Et alors qu'il était blessé, il s'était réfugié dans une grotte. Et des loups avaient senti l'odeur de son sang et l'avaient traqué. Il les a désintégrés sur place. Maintenant, on pourrait se dire, bon, qui va l'aider? Eh bien, rappelez-vous de l'histoire racontée dans la première partie parlant d'une légende. La légende de la princesse Zarda. Et le gamin revient cette fois-ci avec son père pour apporter la nourriture. À cet instant, il fut assez surpris de la femme dessinée sur le
mur. Le père pensait comme son fils que ramener de la nourriture ici, comme le veut leur tradition, était du gaspillage. Et seuls les rats prenaient plaisir à manger cette nourriture. Alors il commença à manger la nourriture pour ne pas la laisser aux rats. Mais à cet instant, une voix dit que quelque chose bouge dans le monde. Un passage s'ouvre et une personne est sortie. C'est une femme à moitié en état de décomposition et de momification. Et cette femme dira qu'il avait besoin d'elle. Le jeune garçon ira voir sa grand-mère pour lui demander ce qu'était cette chose, avant de prendre la fuite de peur. Lorsqu'elle est sortie, elle avait repris son apparence et la vieille femme se prosternera devant elle en l'appelant princesse Zarda. Et la vieille femme lui dira que cela fait longtemps qu'elle l'attende, elle, la championne des femmes, afin d'abattre les hommes. Seulement, elle voyait les choses autrement. Et devant le jeune garçon, elle va annihiler sa grand-mère. Après ça, elle partira pour aller le rencontrer. Car oui, rappelez-vous, elle avait dit qu'il avait besoin d'elle. Mais alors, qui a besoin d'elle? Eh bien, c'est Scooby-Doo. Elle se rendra là où se trouvait Hyperion et lui dira qu'elle est venue pour lui, qu'elle était là pour l'aider. Hyperion lui demandera donc qui était-elle. Elle se présentera à lui comme étant la femme qu'il aime. Mais comment pouvait-il aimer une femme qu'il n'avait jamais rencontrée? Pour cela, elle lui dit qu'il allait bientôt changer et qu'elle était là justement pour lui. Ainsi, elle détruit la grotte et amène Hyperion dans les cieux. C'est comme si elle le connaissait alors qu'Hyperion ne l'avait jamais rencontré. Et dans tout ça, elle fera quelque chose d'assez étrange. Après ça, la peau d'Hyperion commencera à changer, le guérissant totalement et faisant disparaître toute blessure. Le gouvernement enverra Ledger pour vérifier si Hyperion était mort après l'explosion. Mais arrivé, il n'a trouvé aucune trace d'Hyperion. Pour le retrouver, il utilise le pouvoir du cristal. Pour rappel, celui-ci répond à la volonté. Donc s'il demande au cristal de lui donner la capacité de vol, eh bien il peut voler. S'il lui demande de lui donner la force, eh bien il aura la force, ainsi de suite. Et cette fois-ci, il lui a demandé de l'amener là où se trouvait Hyperion. Ainsi, le cristal l'a conduit devant la grotte où il s'était réfugié. Malheureusement pour lui, il n'y avait personne. Après tout ça et après l'avoir amené dans un endroit plus calme, elle se présente à Hyperion comme étant Zarda et lui fait savoir que cela fait plus de 2000 ans qu'elle l'attendait. Hyperion voulut donc savoir comment se faisait-il qu'elle possédait les mêmes pouvoirs que lui. La raison est qu'ils étaient de la même espèce. C'est ainsi qu'elle lui raconte leur histoire et celle de leurs ancêtres. Ils sont nés non pas sur des planètes mais sur des vaisseaux. Après leur naissance, on les envoyait par groupe de 2, enfermés dans des capsules à travers l'espace. Le but était de conquérir les mondes. Mais lorsqu'était venu le tour d'Hyperion et Zarda d'être envoyés vers la Terre, le vaisseau principal avait été attaqué. Cette attaque a causé un dysfonctionnement, ce qui a fait que l'un des enfants est arrivé sur Terre sans problème, tandis que l'autre fut gelé, immunisé contre l'âge et a divergé de sa trajectoire pendant presque 2000 ans. Vous aurez compris, c'est Zarda qui est arrivé sur Terre sans problème et s'est donc installé sur Terre avec les connaissances de son peuple car sa capsule n'avait pas été endommagée et l'a bien éduqué, tout le contraire d'Hyperion qui lui s'est retrouvé perdu dans l'espace avant d'arriver sur Terre presque 2000 ans plus tard et par la suite être retrouvé par le gouvernement. Concernant leurs parents, le père de Zarda était l'entité de la nuit et le père d'Hyperion était l'entité de la guerre. Leurs mères, quant à elles, sont de simples mortels qui se sont transformés en statues après leur naissance. Avoir une descendance avec les mortels était interdit, car une partie de leurs ancêtres pensaient que cela menacerait leur espèce. Et juste à cause de ça, avant la naissance d'Hyperion et Zarda, une guerre avait été lancée pour tuer les enfants des entités qui se sont mélangés avec les mortels. De ce fait, ceux restants sont partis rencontrer l'architecte et sous peine de mort, ils l'ont obligé à fabriquer justement des capsules pour renforcer la peau des enfants dans le but qu'aucun mal ne puisse les atteindre. Ainsi, ces entités supérieures ont placé leurs enfants, leurs graines, leur pouvoir et leur sagesse dans ces capsules et ont fait en sorte que les enfants ne manquent de rien. L'un des enfants fut donné à la terre, tandis que l'autre au ciel. Par la suite, ils sont partis à la guerre tout en sachant qu'ils mourront. Mais ils savaient qu'au final, leurs enfants persisteraient et que leur sacrifice n'était pas inutile. Elle finit en disant qu'ils sont des orphelins. Hyperion, ne comprenant pas trop leur objectif, demande pourquoi ont-ils été envoyés
particulier dans ce monde. Elle lui dit donc qu'ils sont ici pour ouvrir la voie aux autres. Ils sont là pour conquérir mais aussi pour tuer. Lorsque Zarda lui demande ce qu'il comptait faire après avoir appris la vérité, Hyperion lui fit savoir qu'il ne voulait pas devenir un monstre car l'humanité avait confiance en lui. Les gens le considéraient comme un héros et il ne voulait pas détruire cette image. Après avoir entendu cela, Zarda n'a pas refusé sa pensée et lui a dit de reprendre sa vie comme il le veut. Quant à elle, elle allait rattraper ses 2000 ans de perdu. Elle reviendrait le voir quand il aurait besoin d'elle. C'est ainsi que fut leur rencontre et leur séparation. Après ça, concernant Zarda, elle marchera dans les rues de Rome à poil, sans jamais se soucier du regard des autres. Et pour couronner le tout, elle rentre dans un magasin pour se servir. Et bien sûr, après avoir pris ce qui lui plaisait, elle n'a pas payé. Les vigiles voleront et traverseront les vitrines en cas de désaccord. Au passage, elle est obsédée par sa propre beauté, donc l'expose au maximum. Alors, elle ne va pas voler que des vêtements. Elle ira jusqu'à voler aussi des bijoux et derrière tout ça, elle va créer un sacré bordel car des gens la suivent juste pour voler derrière elle. La police viendra bien sûr pour l'arrêter, mais elle s'en foutait complètement. Elle s'est rendue sur la place publique pour récupérer une lance et après l'avoir récupérée, le reste c'est un massacre. Elle a tué tous les policiers sur place avec une violence hallucinante. Quant à Hyperion, il s'est rendu à Chicago pour rencontrer Nighthawk qui lui donne des informations concernant un super humain qui est en train de tuer beaucoup de personnes. Mais il ne comprenait pas une chose, pourquoi il pensait que ça avait un rapport avec lui. C'est parce qu'avant qu'il n'arrive dans leur monde, il n'y avait personne comme lui, mais maintenant, il y en a deux et il est possible que c'est juste ceux qu'ils connaissent. Mais il est sûr qu'il y en a d'autres encore. Alors il lui dit qu'il devrait résoudre cette affaire le plus vite possible. Ce qui va plutôt contrarier Hyperion car il n'aimait pas vraiment le ton avec lequel il lui parlait. Hyperion est juste parti et lui dit qu'il lui donnera une réponse plus tard. Après ça, il est retourné chez lui dans l'appartement que le gouvernement lui avait donné et a découvert qu'après l'affrontement avec Ledger, des agents sont passés dans son appartement et l'ont mis en quarantaine. En colère, il a mis le feu dans l'appartement avant de partir. D'un autre côté, à Washington, alors que le Dr Bill espionnait, il avait été repéré par les gardes, puis fut conduit à l'intérieur de l'établissement. La raison pour laquelle il les espionnait, c'est parce qu'il savait qu'il travaillait sur l'ADN extraterrestre d'Hyperion, l'ADN qu'ils avaient trouvé sur son vaisseau. Et parce que le docteur était compétent, ils ont décidé de lui dire la vérité, car ils savaient que quoi qu'il arrive, il aurait un jour connaissance de ce dossier. Dans leur groupe se trouvaient des docteurs très doués et des généraux du service de renseignement de l'armée. Après avoir découvert l'ADN sur le vaisseau d'Hyperion, ils l'ont placé dans le type virus. Et la question qu'ils se sont posée, c'est pourquoi Hyperion était là et qu'était-il censé faire une fois arrivé sur Terre. Ils ont donc examiné l'ADN et ont découvert qu'il y a une part d'ADN humain et une autre de non humain. Après cette découverte, elle s'est donc demandé s'il était possible de le fusionner avec l'ADN humain pour augmenter les capacités humaines. Et pour faire cela, elle a volé l'ADN que détenait le Dr Bill. Par la suite, elle s'est demandé s'il était possible d'introduire cet ADN qu'elle appelle VDNA dans un sujet adulte ou est-ce qu'il fallait le mettre dans un enfant. Parmi les 6 qui devaient recevoir l'injection, un avait reçu le vaccin. Le soldat qui avait reçu le VDNA est mort d'un infarctus 12 heures après l'injection. Après autopsie, ils ont constaté que le stress augmentait considérablement après l'injection. Et pour continuer les tests, ils ont pris des prisonniers qui devaient purger des peines à perpétuité. Le faire sur les animaux ne servait à rien, car le VDNA était conçu seulement pour réagir avec l'ADN humain. Le docteur comprit qu'ils avaient donné des capacités surhumaines à des psychopathes. Après les expériences, certains ont survécu et tous les sujets ont brisé les murs de leur prison et ont pris la fuite. Leur meilleure chance d'arrêter ces gens est Hyperion. Et vu qu'Hyperion n'a pas tué le docteur, ils veulent qu'il aille le voir pour le persuader d'agir. Rappelez-vous, tout à l'heure, Hyperion a rencontré Nighthawk. Eh bien, le dossier qu'il lui avait donné est sur ce sujet. Et on a pu voir aussi qu'il a mis toute la responsabilité sur Hyperion, alors qu'ici, on voit clairement que cela n'avait absolument rien à voir avec lui, si ce n'est le fait qu'on a pris son ADN. Hyperion est revenu voir Nighthawk pour l'affaire qui lui avait parlé. Le coupable s'est concentré principalement sur des prostituées et en particulier des femmes noires. Il les démembre littéralement. Le problème est que la police est au courant mais ferme les yeux. Et sa conclusion est que cette personne
est un super humain. C'est pourquoi il veut qu'Hyperion utilise son influence pour aller parler au gouvernement. Mais problème, ça se passait pas vraiment bien avec le gouvernement. Son premier plan tombe donc à l'eau. Alors maintenant, il lui dit qu'il a besoin de sa force, car à part sa force, il ne lui est d'aucune utilité, ce qui va installer une tension entre les deux hommes. Encore une fois, il met la responsabilité sur Hyperion, car si c'était des blancs qui se faisaient arracher les membres, ils auraient certainement envoyé Hyperion pour régler le problème, et lui reproche même de faire partie du système. Et après une sacrée dispute entre les deux, Hyperion prit la décision d'agir et lui fera savoir qu'il n'avait plus rien à voir avec le gouvernement. Donc des excuses pour ses remarques auraient été appréciées, sauf qu'il n'en fera pas à cause de son ego. Après ça, Hyperion commencera à faire son enquête pour comprendre comment fonctionnait un tueur en série. D'un autre côté, Stanley faisait des recherches, patrouillait dans les rues à grande vitesse pour questionner les prostituées et avoir des indices. Les trois hommes ont formé une équipe pour trouver le super-humain qui tuait ces femmes. Concernant le gouvernement, ils avaient trouvé le coupable depuis un petit moment, après avoir analysé les empreintes trouvées. Son nom est Michael Redstone, et le Dr Bill est venu voir Ledger. Étant donné qu'il avait perdu contact avec Hyperion, il est la seule force contrôlable qu'il pouvait utiliser. Nighthawk, pour avoir des informations, utilise sa méthode. Une méthode assez particulière. Et bien qu'elle soit brutale et assez violente, cela marche assez bien. Parmi les rues où se trouvaient ces femmes pour trouver des clients, une voiture noire s'approche d'eux et demande l'une des femmes. Après avoir indiqué ses tarifs, elle est montée dans la voiture. Mais durant le trajet, cet homme remarqua qu'il était suivi par une autre voiture. Il a quand même continué son chemin comme si de rien n'était. Et Nighthawk, qui était dans cette voiture, s'est donc tenu à distance afin de voir et savoir si c'était bien leur homme. Il contacte donc Hyperion pour lui donner ses coordonnées et lui dire qu'il avait une piste. L'instant d'après, il fut frappé violemment. Une partie de son casque avait été brisée et il voyait cet homme s'approcher de lui. Le coup était si violent qu'il était revenu dans le passé et voyait les souvenirs avec son père. Puis fut réveillé brusquement parce qu'il était en train de se noyer. Et cette personne, après lui avoir cassé deux côtes, lui demande qui l'a envoyé. Cependant, Nighthawk sourit et lui dit qu'il arrive. L'impact de son arrivée va tout détruire. La force est telle qu'il le fera traverser la Terre. Mais il s'avère que cette personne pouvait résister à son pouvoir et pouvait même tirer des lasers de ses yeux. C'est une autre version d'Hyperion. Et là, ça change absolument tout. Et en plus d'être une sorte de version d'Hyperion, il est assez fort pour le blesser. Bien qu'il soit très fort, il avait décidé de prendre la fuite en creusant un tunnel. Malheureusement pour lui, Hyperion était si énervé qu'il plongera dans le tunnel pour aller le traquer. Redstone est sorti de l'autre côté de la ville. Par la suite, détruira une voiture dans laquelle se trouvait toute une famille. À cet instant, arrivera Hyperion qui rattrape les autres voitures balancées dans les airs. Cette personne n'avait aucune pitié. Hyperion le poursuivra jusqu'à arriver dans un centre commercial où Redstone balancera des gens au hasard dans le vide. Et malheureusement, Hyperion n'avait pas pu les sauver. Il ira jusqu'à utiliser une barre de fer pour transpercer les gens tels des brochettes. Lorsqu'il vit cela, Hyperion est devenu hors de contrôle. Ainsi débute un affrontement assez violent et les coups donnés sont toujours aussi puissants. Durant le combat, Hyperion s'est allié avec Stanley. Alors que Redstone était neutralisé, Stanley lui a mis quelque chose dans la bouche, ce qui va lui boucher les voies respiratoires et le mettre KO. Après qu'il ait été neutralisé, des conflits se sont installés entre les trois pour savoir s'il fallait le tuer ou non. Stanley, avant tout ça, leur avait dit que la seule condition pour qu'il les aide était justement de ne pas tuer. Un peu frustré, Hyperion a accepté car Stanley était en quelque sorte son meilleur ami. C'est comme ça que se termine cette histoire enfin, à quelques détails près. Ledger arrivera quelques secondes après le combat pour prendre Redstone. Selon lui, Hyperion et son groupe ne pourraient pas le prendre en charge. Le mettre dans une prison normale ne servirait à rien et il avait reçu l'ordre de venir le prendre. Après ça, Hyperion, la seule chose qu'il pouvait faire était constater tout le massacre commis par cette personne. Concernant Redstone, il était désormais aux mains du gouvernement qui se demandait ce qu'ils allaient faire de lui. Le général Richard Alexander viendra le voir pour établir les règles pour mieux discuter. Et durant leur discussion, le général fera l'inventaire de sa vie. Il était militaire puis policier et enfin meurtrier. D'ailleurs, durant cette discussion, ce général fera savoir qu'il n'est pas le seul à avoir des pouvoirs qui a pu s'échapper. Et lui fera aussi savoir qu'il est mort officiellement et tout le monde à l'extérieur pense qu'il est mort. Il allait lui poser une
question et selon sa réponse, il appuiera sur le bouton rouge ou non. Il voulait savoir pourquoi il tuait. Sa réponse a été c'est parce qu'il le pouvait et qu'il était bon dans ce domaine. Il précise même en disant qu'il aimait ça. Après cette réponse, le général lui a dit qu'il avait une proposition à lui faire. Ainsi, quelques temps plus tard, il fut installé dans une cage blindée et monté dans un avion. La raison pour laquelle il l'a épargné, c'est pour l'utiliser comme arme de guerre. Et pour lui faire comprendre dans quelle situation il se trouvait, il lui a donné deux choix. Le premier choix est que bien sûr, il pouvait s'enfuir, disparaître, mais quoi qu'il arrive, un jour ou un autre, ils le retrouveront et le mettront au même endroit avant de le faire exploser. Le deuxième choix est qu'il devient leur arme. Ils vont le déposer dans un pays avec lequel ils ont des conflits et la seule chose qu'il aura à faire, c'est de faire ce qu'il sait faire depuis toujours, à savoir tuer. Il devait tuer et semer la corruption jusqu'à la chute du gouvernement en place. Et au final, il doit aussi tuer les dirigeants. Après ça, ils installeront des dirigeants plus compréhensifs. C'est comme ça qu'il est redevenu libre et jeté dans un pays ennemi. Et d'ailleurs, dans tout ça, il n'y a pas qu'un seul pays. La liste est très longue. Et vous aurez aussi compris, cela satisfait Redstone. Concernant Hyperion, après tout ça, le journaliste Scott a enquêté et a découvert la vérité sur Hyperion. Bon, en réalité, pas vraiment, puisque vous l'aurez compris, c'est le gouvernement qui a fait fuiter les informations concernant Hyperion. Et après avoir découvert la vérité en tant que journaliste, il ne voulait pas garder ce secret et a donc décidé de révéler la vérité au monde. Il était même prêt à risquer sa vie pour cette histoire. Ainsi, le soir tombé, un flash info est apparu annonçant une nouvelle choquante. Hyperion n'est pas ce qu'il pensait qu'il était. Hyperion est un alien. Les jours suivants, alors qu'un immeuble prenait feu, une petite fille se trouvant sur le balcon, ayant pris peur des flammes, a glissé et tombé. À cet instant, on entendit un boom supersonique et Hyperion était apparu pour sauver la petite fille. Cependant, la mère arracha la petite fille de ses mains et prit la fuite tout en disant qu'il ne devait pas s'approcher d'eux. Tout le monde a peur de lui et s'éloigne de lui. Alors il a décidé de changer de ville. Il s'est donc rendu à Miami. Les gens courent à sa vue. À Chicago, c'est la même chose. Les enfants courent vers leurs parents de peur. À Détroit, lorsqu'il s'est rendu dans un bar, tout le monde était contre lui. À Atlanta, dans un parc, c'est la même chose. Il est donc parti voir son ami Stanley. Et durant leur discussion, Stanley lui fera savoir que le gouvernement l'a menacé. Lui a fait comprendre que s'il apportait son soutien à Hyperion, alors il le détruirait lui aussi. En fait, tout ça, Hyperion le savait et lui a même recommandé de ne prendre aucun risque, car il avait conscience que le gouvernement pouvait à tout moment le détruire. Et c'est exactement ce qu'ils essayent de faire avec lui. Ils essayent de le détruire, de l'affaiblir au maximum. Alors Stanley lui demande qu'allait-il faire. Il fera savoir à son ami que le gouvernement voulait qu'il rampe à leurs pieds, oublier le passé et faire comme si de rien n'était. Mais ce qu'ils ont fait l'a blessé. Il fera savoir à Stanley qu'ils lui ont fait du mal alors qu'il pensait que personne ne pouvait lui faire de mal. Il lui dira aussi qu'il était son ami et le seul qui ne lui avait jamais menti. Et parce qu'ils étaient de bons amis, il lui a donné une lettre qu'il devait passer personnellement. Et il l'a donnée à Stanley parce qu'il savait qu'avec lui, c'est sûr qu'ils auront le message. Stanley l'invitera chez lui et lui dira même que sa mère s'inquiète depuis qu'ils ont annoncé qu'il était un alien. Elle se demandait s'il allait bien et s'il n'était pas en danger. Après avoir entendu que des gens l'aimaient encore et pensaient à lui malgré ce qu'on dit sur lui, il lui a demandé de remercier sa mère. Et concernant la lettre d'Hyperion, je la trouve très belle et en même temps terrifiante. Et pour que vous compreniez la colère et la rage d'Hyperion, je me dois de vous partager cette lettre sans enlever un seul mot. Je vais donc vous la lire jusqu'au bout. Cette lettre qu'il a donnée à Stanley dit qu'il s'appelle Mark Milton. C'est le nom que le gouvernement lui a donné. Son véritable nom, il ne le connaît pas et ne le serait peut-être jamais. Tout ce qu'il pensait savoir était un mensonge. Il ne sait pas qui il est. Et un jour, il a demandé à celui qu'il pensait être son père est-ce qu'il l'aimait. Ce dernier a dit oui. Et il lui a demandé en retour pourquoi voulait-il savoir cela. Il a répondu parce qu'il aimait ses parents. Après la discussion avec Stanley, il est parti voir ses faux parents. Et dans la lettre, il dit que plus jamais il ne laissera place au mensonge. Il n'a pas tué ses parents. Il les a juste regardés et est parti. Et toujours
Toujours dans cette lettre qui est aux mains du gouvernement maintenant, il dit qu'il considérait ce pays comme son foyer. Il était loyal et avait de la foi. Tout cela, ils l'ont détruit. Et dira qu'en réalité, il n'avait juste pas pris connaissance des autres nations, car l'Amérique n'est pas le monde. Il est donc revenu voir le vieil homme qui jouait toujours seul sur l'échiquier en Chine, et l'a regardé dans les yeux sans rien dire avant de partir. Et encore dans cette lettre, il continue en disant qu'il était l'erreur de cette nation. Et cette erreur, ils vont la regretter avec le temps. Puis il leur dit que cette lettre est un avertissement afin qu'ils ne commettent pas d'erreurs supplémentaires. S'il n'avait pas envoyé la lettre, ce serait lui qui serait venu. À partir de ce jour, il ira où il voudra et si l'un d'eux tente de l'arrêter, qu'il se prépare aux conséquences. Qu'ils ne viennent pas à sa poursuite. Qu'ils n'envoient pas leur peuple à sa poursuite, car il a arrêté de jouer aux gentils. À partir de cet instant, il installe un nouveau jeu, son jeu et ses règles. Et pour qu'ils comprennent son jeu et ses règles, il allait leur montrer comment on joue à son jeu. Parce qu'il pense pouvoir agir en toute impunité, jouer dans l'ombre et avec les vies comme un enfant qui joue au puzzle, il allait leur montrer ce qu'est le pouvoir. Puis il leur dit de regarder les conséquences de leurs actions à 20h30. Jusqu'à maintenant, il aspirait juste à la tranquillité et ils l'ont transformé en un monstre aux yeux du monde. Ils ont détruit sa vie et sa réputation. Ainsi, Hyperion a augmenté sa vitesse et l'inévitable s'est produit. Hyperion frappa le monde. L'impact eut lieu au pôle Nord à 20h30 et la puissance est qualifiée de magnitude 10,5 sur l'échelle de Richter, la plus grande explosion tectonique enregistrée dans l'histoire, ce qui fera trembler le monde et causer des dommages importants. Dans sa lettre, il leur demande de ne pas l'obliger à envoyer un deuxième. Il veut qu'ils le laissent tranquille. Dans le cas contraire, il ira les chercher.